Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, émission intéressante pour moi parce que c'est un sujet que je veux traiter depuis, encore une fois, bien longtemps et que j'ai rarement trouvé le temps, etc. Donc, je le fais aujourd'hui parce que l'envie m'en vient et que je vois ces questionnements sur les réseaux aujourd'hui. Donc, je vais répondre à cette question, toujours à travers mon propre prisme de lecture, qui est ma stratégie, qui est escalée, elle n'est pas parfaite, etc. Mais s'il y a bien une chose que j'ai appris à travers les âges du trading, c'est qu'il vaut mieux avoir une stratégie que de trader ses idées. C'est ce qui fait la différence entre un trader expérimenté et un débutant. Donc, je vais vous apporter la réponse stratégique à une question que je vois émerger pas mal ces derniers temps. Est-ce qu'Ethereum sera réellement toujours là dans 10 ans ? C'est une question légitime, c'est une question que je me pose également. Simplement, la différence, c'est que moi, j'y apporte pas une réponse idéologique. C'est ce que font la plupart des gens que j'ai regardés aujourd'hui et qui posent ces questions. Et donc, comme je vous l'ai dit, qui y répondent, soit par des rhétoriques politiques, soit par des débats idéologiques. Je pense que j'argumente par rapport à ceci, cela. Alors, il y a aussi la vision fondamentale que je trouve assez discutable. Bref, on va apporter donc une vision technique. Le prix. Qu'est-ce qu'il me dit ? Et par rapport au prisme de lecture que j'ai de ce marché, est-ce que je peux apporter une réponse technique à cette question ? Est-ce qu'Ethereum existera toujours dans 10 ans ? Par là, je sous-entends, est-ce qu'Ethereum sera plus cher dans 10 ans ? Parce qu'il existera toujours, mais il vaudra peut-être des coucougnettes, si telle est la question à laquelle on apporterait une réponse négative. Donc, est-ce qu'Ethereum sera plus cher dans 10 ans ? Je parle en termes de valeur, c'est-à-dire que je ne parle pas effectivement du fait que le dollar puisse se déprécier, etc. Je parle vraiment, est-ce qu'Ethereum sera plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui dans 10 ans ? Pour répondre à cette question, il me faut forcément un prisme de lecture. Plus haut, plus cher, plus valorisé, égale tendance. Déplacement de prix et déplacement de valeur d'une zone A vers une zone B. Pour qu'on soit ici sur des time frames de type 10 ans, il me semble que le référentiel sera d'origine mensuelle. Donc, la question ici, si je la rationalise en termes technique, est-ce qu'il y a ou non tendance mensuelle sur l'Ethereum ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre de manière non subjective. Donc le mensuel, si je me mets dessus, malheureusement sur Ethereum, j'ai un problème. Le principal problème que j'ai ici, c'est que je n'ai pas assez d'historique pour justifier de l'existence ou non d'une tendance mensuelle. Je vois que j'ai quelques petites bornes de contexte ici, qu'elles sont d'ailleurs relativement jointes, qui laissent à penser qu'il y a eu un travail de prix et un travail de valeur pendant en tout cas un petit court laps de temps et qu'aujourd'hui les prix s'extrapolent très violemment au-dessus de cette zone de valeur. Donc, première hypothèse de travail, on a peut-être une tendance mensuelle, mais si tel est le cas, on en est à peine aux premières bribes. Et si on a eu tendance mensuelle, on vient juste d'en réaliser le breakout et on est encore très loin de pouvoir réellement apporter la réponse à cette question sur cette unité de temps-là. Donc l'hypothèse, c'est oui, en tout cas pour l'instant, ça semble probable, mais il va falloir des éléments de gestion du risque plus fiables que ça. Pour apporter la réponse à cette question, je vais faire un truc ici, c'est-à-dire que je vais devoir utiliser du contenu expérimenté que je ne pourrai pas forcément vulgariser dans son intégralité. Donc il y aura beaucoup de zones d'ombre et de zones de flou ici que je vais tenter évidemment d'éclaircir le plus possible, mais qu'on soit bien d'accord, le contenu expérimenté, je ne peux pas vous le résumer dans une vidéo de moins de 30 minutes. Donc ce ne sera pas complètement expliqué ici, il y aura des zones d'ombre et c'est normal. Mais ce sont des patterns que je connais, que je maîtrise et que je vous apprends. Mais simplement quand vous êtes vraiment dans la phase finale d'apprentissage de ma stratégie, quand vous maîtrisez tous les autres contextes, là je peux éventuellement vous apprendre ce dont on va utiliser aujourd'hui, les structures et les patterns de tendance multi-time frame. Ce qui va me permettre d'aller récupérer des informations sur les time frames de degrés inférieurs pour savoir avec une confiance raisonnable si oui ou non il y a probabilité raisonnable d'une tendance mensuelle en cours. Ce qui répondrait donc à notre question, est-ce qu'Ethereum existera dans 10 ans ? Ok ? Voilà donc le programme du jour. Allez, je vous montre ces patterns très rapidement, je vous le dis, je ne vous apprends pas à les trader, je vous montre simplement comment elles se sont déjà produites sur les degrés inférieurs et les extrapolations que ça pourra produire pour répondre à ma question, si elles se produisent à nouveau sur les tendances de degrés supérieurs. Ok, donc première des choses ici, par rapport à l'utilisation de ma stratégie, on doit toujours contextualiser le marché. Est-ce qu'on est en tendance, en excès, en range, etc. Donc ici on va utiliser un des prismes de lecture que j'ai encore très peu documenté parce que c'est vraiment, comme je vous dis, le niveau final de la formation, tendance multi-time frame. C'est-à-dire qu'on est en tendance, mais ces tendances s'extrapolent sur plusieurs time frames. Autrement dit, il va y avoir des interactions entre ces différents time frames et c'est ça qu'on va exploiter pour apporter la réponse statistique à notre question.
Donc ici, j'ai pas assez d'historique pour valider, même si je vois qu'il y a un petit travail de prix, qu'il y a un breakout et que la taille du range est reportée. Donc on serait théoriquement aujourd'hui en phase validation-confirmation égale quid du suivi de tendance. C'est à cette réponse qu'on va essayer d'apporter la première des choses. Donc, ce qui se passe en mensuel, on manque d'historique pour apporter la réponse. Mais ça s'est produit sur les UT inférieures, puisqu'on est en tendance multi-time frame. Okay, je ne vais pas vous l'expliquer, etc. Je vais juste vous montrer comment ces patterns fonctionnent. Il y a une première interaction que je regarde, c'est quand on a des tendances multi-time frame, il y a une pattern que j'utilise tout le temps, qui est pour justifier l'existence d'une pattern sur un degré supérieur, dans un contexte multi-time frame, je dois généralement voir une interaction qui est que le pullback de l'UT inférieur va généralement correspondre avec le premier suivi de tendance de l'UT supérieur. Ok, bon, c'est un peu bourrin, mais je vais vous montrer très clairement ce que ça donne. N'utilisez pas ces patterns tout seul, s'il vous plaît. Mais voilà ce que ça donne. Je dois avoir donc des breakouts et des structures de tendance sur 2 time frames consécutifs. Et dans ce cas-là, je peux utiliser, ou en tout cas utiliser la stratégie pour répondre à la probabilité de l'existence de la tendance sur l'UT supérieur. Donc, ce que j'utilise ici, comme je l'ai dit, c'est l'interaction pullback suivi de tendance. Autrement dit, ce que je fais ici, c'est pour savoir si ma tendance hebdomadaire a de fortes chances de se poursuivre, je vais étudier la probabilité de son premier suivi de tendance d'être le pullback de l'UT inférieur. Autrement dit, si je vais en daily, d'accord, j'ai bien une tendance ici, il n'y a pas de souci, ok. Et il faut qu'il y ait tendance sur l'UT supérieur. Bon là c'est le cas, mais je simplifie évidemment tout ce processus. Il y a beaucoup d'éléments à valider avant d'utiliser ces patterns, c'est la raison pour laquelle je ne veux pas que vous les utilisiez tout seul sans connaissance de la stratégie. Donc, le niveau de breakout en daily serait à peu près par là ou par là. Hein. Bon bref, ici là n'est pas réellement la question. On voit bien qu'on est précédé par un range. Alors attendez, je vais essayer de vous apprécier tout ça. Je me mets en log très court terme pour que vous puissiez voir les structures de range. Donc on a bien ici l'extrapolation du range, le marché travaille les différents contextes, la cassure se situerait probablement par là, sur ce type de marché. Donc, breakout daily égale la question qui m'intéresse derrière, où se trouve le pullback daily. Je vous rappelle qu'ici, il ne faut pas chercher à faire suivi de tendance et tout ça, machin, parce que c'est trop compliqué. On est sur des tendances de degré inférieur. Ne faites pas ça. Ce qui m'intéresse ici, c'est juste le pullback. Les règles du pullback sont simples. Le marché doit clôturer sous les 50% de contexte, doit finir un cycle vendeur sur sine wave, enfin trend sine wave, et doit retracer au minimum 23-38%. Ok. Bon, ces règles ne sont pas si compliquées que ça, et on doit avoir un range mature sur l'UT inférieur. Bon, bah écoutez, pas besoin d'aller bien plus loin, hein, on va se remettre en marché régulier. Le pullback en daily, il est là. Hein, voilà. Donc c'est le seul moment où on arrive à clôturer dans la partie basse du canal, donc ici, c'est le cas, où on retrace plus de 23%, c'est le cas, et où on finit un cycle vendeur, c'est le cas. Bon, donc ici, on a le pullback daily. Bref, pas besoin d'aller plus loin que ça. Ce qui m'intéresse donc, c'est de savoir si ce pullback daily se constitue et valide en même temps les règles du premier suivi de tendance hebdomadaire. Donc, les règles de suivi de tendance, il y en a plusieurs, mais ici, celle qui m'intéresse principalement, c'est celle du repli sur la moyenne. C'est-à-dire que ce que j'aime voir pour justifier l'existence et le renforcement de la tendance hebdomadaire, c'est le pullback daily doit se produire sur la moyenne 20 hebdomadaire. Moyenne 20 que je vous ai mise ici, et qui est exactement ce qui se passe. On a bien ici le positionnement de ce pullback sur la moyenne 20. Le marché derrière mature, avec la structure qu'on connaît cet été, l'accumulation, et repart. Donc, ici, comme je vous dis, cette pattern renforce considérablement l'existence et la probabilité de poursuite de la tendance hebdomadaire. Cette tendance hebdomadaire, je vous rappelle qu'elle va se poursuivre encore, parce qu'il y a normalement 2 suivis de tendance avant d'obtenir un pullback, etc. Donc, il y a encore du potentiel aussi en hebdomadaire, mais ce n'est pas la question à laquelle on cherche à répondre aujourd'hui. Donc, poursuivons dans notre analyse. Je vais vous montrer cette pattern parce qu'ici, comme on est sur des tendances multi-time frame, en soi, elle s'est également produite sur le time frame inférieur. Donc, je vais juste vous la remontrer pour que vous voyez un petit peu l'occurrence. Donc, en daily, ce qui va m'intéresser, c'est où se situe le pullback 4 heures. Donc là, on va revenir bien loin dans le temps. Ok, là, on a bien l'apparition des structures de tendance. Ok, c'est là que ça range, c'est là que ça pète. Ok, là, on ne parvient pas à clôturer sous les 50, on parvient pas, toujours pas, toujours pas. Ici, oui. Alors là, vous pourriez me dire, ici, on a fini un cycle vendeur. Oui, mais on ne tient pas les clôtures de contexte sous les 50%. On clôture en haut des contextes. Hein. Donc là, c'est toujours haussier. Et là, oui, là, on va bien dans la partie basse des canaux, on mature bien le range et on a bien la terminaison des cycles vendeurs. Donc, notre pullback 4 heures se produit ici. Si vous avez compris le schéma de la pattern, si ma tendance daily est bien existante, ce qui est le cas, je dois voir
le suivi de tendance daily se produire sur le pullback 4 heures. Est-ce que c'était le cas? Eh bien oui. Hop, ici. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le pullback 4 heures. Eh ben, c'est le premier suivi de tendance daily. Là, on a bien devant nous la confirmation de l'existence d'une tendance multi-time frame. Et donc, si vous avez compris, ce qui m'intéresse, c'est quand on arrivera à terminer un cycle vendeur hebdomadaire, donc peut-être maintenant, peut-être l'année prochaine, bref, il faudra attendre que ça termine un cycle vendeur, qu'on retrace 23% et qu'on clôture sous les 50% de contexte, ce qui n'est pour l'instant absolument pas le cas. Quand on arrivera à faire ça, si jamais on le fait sur la moyenne 20 mensuelle, ce sera le premier signe de confirmation de l'existence de cette tendance sur le mensuel. Ok ? Premier élément de réponse. J'ai une deuxième pattern que j'utilise aussi dans les gestions multi-time frame, c'est d'étudier le lien de l'excès final d'une tendance de degré inférieur. Bon, autrement dit, je vous l'ai dit, pour l'instant, on n'a aucun doute à confirmer l'existence des tendances sur 4 heures daily hebdo. Alors évidemment, la structure de la tendance 4 heures, c'est un bordel monstrueux, puisqu'on est sous l'influence de l'hebdomadaire. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est donc de regarder comment les structures de fin de tendance de degré inférieur se produisent. Parce que ça va m'apporter des informations sur l'existence de tendances sur les UT supérieures, également comme la pattern précédente. Je vous montre ce qu'il en est. Donc, sur le 4 heures, comme on l'a dit, l'excès final, c'est la fin de la tendance théorique. Ça se produit après la phase de pullback. Ok, donc notre pullback, il était là. D'accord, donc pullback, range mature, cassure de ce range par le haut, excès final. Pas de doute, normalement la tendance haussière doit s'arrêter par là, ou par là, hein, mais normalement à chaque fois qu'on tente de déborder les contextes du T supérieur et qu'on clôture au-dessus des contextes, c'est normalement là, hein, quand on a des cassures de cycle, que se trouvent les structures d'excès finaux. Donc là, clairement, ici, c'est là que se trouve la zone spéculative de l'excès final. Je ne peux pas discuter, hein, moi c'est ma stratégie qui me dit ça, encore une fois, il n'y a pas de biais personnel et tout ça. Donc là, c'est là que c'est supposé s'arrêter. Ce qui m'intéresse, c'est que fait le marché derrière. Est-ce qu'il rejoint le contexte? Il range, d'accord? On va de contexte à contexte. Normalement, à la fin d'une tendance, on est supposé hésiter, donc ranger. Ici, c'est pas le cas. On réaccumule, on fait joujou dans le canal de tendance, et on rebreak. Et là, on le fait d'ailleurs de manière assez vénère. Ça, c'est un élément de réponse. Cette pattern, quand je la vois, c'est-à-dire quand une tendance de degré inférieur à l'intérieur d'une tendance de degré supérieur, d'accord, se termine par un excès. C'est-à-dire que là où la pattern aurait dû se terminer, la pattern de tendance, ça ne s'arrête pas. Au lieu de freiner, ça accélère, ça continue d'accélérer. Ça, c'est clairement le signe qu'il y a, avec une très forte probabilité, une tendance sur les UT 2 fois au-dessus. D'accord ? C'est-à-dire que le fait de voir cet excès en 4 heures m'indique qu'il y a bien existence d'une tendance en hebdo. Sans rentrer dans trop de détails, c'est juste de comprendre qu'en soi, ça m'indique qu'il y a des effets chaotiques sur ma tendance inférieure du fait que c'est l'UT qui réagit au suivi de tendance de l'UT supérieure. 2 UT au-dessus. Autrement dit, le 4 heures est bordélique sur sa fin de tendance parce qu'il est au sein d'une tendance 2 UT au-dessus et que cette tendance primaire hebdomadaire, c'est elle qui dirige les prix. Et autrement dit, elle n'en a rien à foutre qu'on termine les tendances 4 heures, elle continue de pousser parce qu'il y a beaucoup plus de demandes sur ces UT plus larges. Ok, cette pattern, ce qui va m'intéresser, c'est de voir si elle se produit ici, sur l'UT supérieur, puisque vous l'avez compris, mon questionnement se situe au niveau de l'horizon de temps mensuel. Donc le premier élément de réponse, celui qu'on a donné juste avant, c'est si je vois le pullback hebdomadaire se produire sur la moyenne 20 mensuelle, ce sera un élément de confirmation raisonnable en termes de gestion du risque pour répondre à la question de la tendance mensuelle et donc d'Ethereum dans 10 ans. Ça, c'est le deuxième élément de réponse que je vais utiliser, la deuxième pattern. Mon pullback daily, il est là. Ce qu'on est donc en train de faire, c'est l'excès final daily. C'est le même pattern que celle qu'on vient de voir sur l'UT 4 heures. Donc, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est où se situe l'excès final daily. L'excès final daily théorique, il se situe, comme on l'a vu avant, au-dessus des contextes du T supérieur et au-dessus des contextes résistants. Normalement, donc, c'est à peu près par là qu'on est supposé trouver des résistances sur Ethereum. Si ces résistances sont trouvées, ce sera pour moi le signe qu'il n'y a pas de tendance mensuelle. Attention, je n'ai pas dit que le marché n'allait pas réagir là, hein. Il va réagir là. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on va rejoindre le contexte ? Parce que si tel est le cas, dans ce cas-là, on n'a pas la même pattern que celle qu'on vient de voir juste avant sur l'UT inférieur. Autrement dit, à la fin de la tendance daily, le marché range. Si le marché range, ça veut dire qu'il hésite. S'il hésite, ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance 2 UT au-dessus. Si au contraire, le marché ici accumule, ou juste pète tout,
Mais ne s'arrête pas sur la zone spéculative de l'excès final daily. S'il poursuit son mouvement, ce sera pour moi un deuxième niveau de confirmation du fait que la tendance mensuelle est bien en cours et que c'est elle qui drive le marché. Et dans ce cas-là, on verra des excès sur la fin de tendance daily. Autrement dit, j'ai deux éléments de réponse à apporter pour répondre à ma question mensuelle. Le premier, dans l'ordre, ça va être de regarder ça. Comment va se comporter le prix d'Ethereum vers la zone, on va dire, entre 5006 et 6000. Dans cette zone-là, si je vois un retour vers les contextes acheteurs, ça montrera le fait qu'il n'y a peut-être pas de tendance mensuelle et qu'il va falloir repasser, d'accord, par des ranges, daily et hebdo, et donc qu'il y aura un cycle consolidant avant, éventuellement, de pouvoir apporter la réponse d'un Ethereum plus haut. Autrement dit, il faudra repousser la réponse plus tard dans le temps. Pour apporter la réponse dès aujourd'hui, c'est possible, mais je dois voir certaines choses. Je dois voir principalement des excès, des anomalies de prix haussières se produire au-delà de la zone des 6000 points. Si tel est le cas, ce sera le premier signe de validation. Le deuxième, qui ne fera que donc, comme on l'a dit, enfoncer le clou du cercueil qui répond à la question, ce sera tout simplement ici de dire qu'il faudra que le pullback hebdomadaire se constitue proche du suivi de tendance mensuelle, aka sur la moyenne 20. Si tel est le cas, j'aurai l'élément de confirmation très statistiquement raisonnable qu'il y a bien tendance mensuelle, et dans ce cas-là, je pourrais très raisonnablement apporter une réponse tangible à la question posée à la base. Est-ce qu'Ethereum existera dans 10 ans? Est-ce qu'il est en tendance haussière mensuelle? Et donc, pour ça, j'ai besoin de voir comment les prix vont être traités ici. Je n'ai pas la boule de cristal, je vous dis juste que je sais que c'est là que ce sera important de regarder. Je sais que ce qui va se passer là, ça apportera des réponses qui auront des implications jusqu'à 10 ans. Ok? Ce qui est intéressant dans cet raisonnement, c'est que, je vous dis, je discute souvent avec d'autres collègues professionnels, etc. J'ai mon propre prisme de lecture, j'ai ma propre vision du marché, et tout trader professionnel a la sienne. Et il n'y a pas deux traders qui ont la même. Ce que je trouve assez amusant, c'est que pour en avoir discuté avec des collègues, on a à peu près tous cet accord sur le fait que le début de l'année prochaine sur Ethereum sera crucial. S'il est excessif, ça ne traduira pas du tout le fait qu'il y a une bulle spéculative sur Ethereum, comme beaucoup de débutants disent, et que du coup on passera par une phase de crack, mais que ce sera le signe de l'existence d'Ethereum et de sa dominance en direction des 10 prochaines années. Après, est-ce qu'il va flipper Bitcoin ou pas? Ça, c'est pour faire parler les débiles. D'accord? On s'en fout en fait du flippening. Il peut même y avoir un flippening dans cette phase d'excès d'Ethereum. Ce que ça apporte comme réponse, c'est que dans ce cas-là, Ethereum sera là pendant 10 ans et qu'il ne sera pas prêt de perdre de la valeur, parce qu'il sera sous influence de tendances mensuelles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des replis de 40-50%. Hein. Une tendance mensuelle, ça ne va pas en ligne droite du point A au point B. Ça veut juste dire qu'on aura des tendances de très gros time frame. Et moi, vous connaissez mon adage, je suis les tendances tant qu'il y en a. C'est-à-dire que j'ai aujourd'hui, avec une confiance très raisonnable, une tendance hebdomadaire devant mes yeux, donc je la trade. Je ne suis pas du tout en train de vendre des Ethereum parce qu'il y a encore largement de la place sur la tendance hebdomadaire. Par contre, si jamais j'ai des éléments de réponse de l'existence d'une tendance mensuelle, ça par contre, ça va réellement changer mon portefeuille et la façon dont je vais le gérer. Ça veut dire que sur les fins de tendance hebdomadaires, je continuerai de rester acheteur. Alors que si ce n'est pas le cas, en revanche, c'est là où je déclencherai des prises de profit. Voilà, j'espère en tout cas avoir répondu à cette question de la manière la plus objective possible. Alors comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de zones d'ombre et excusez-moi, mais je ne peux pas non plus vous détailler des patterns expérimentés, sinon vous allez les expliquer, vous allez les utiliser n'importe comment et tout le temps. Donc n'utilisez pas ces patterns, c'est pour vous expliquer l'élément de lecture, vous montrer que ces patterns se sont déjà produits sur des time frame sur des tendances multi-time frame de degrés inférieurs et que c'est ces mêmes patterns que j'utilise et que j'utiliserai si je les vois se produire sur les time frames supérieurs pour m'apporter la réponse à la question que je me pose et que de nombreux nous sommes à nous poser. Donc n'oubliez pas, encore une fois, que si vous apportez des réponses idéologiques à cette question, ce n'est ni plus ni moins que la preuve de votre immaturité. Et c'est pas pour jouer le méchant à chaque fois, de dire que vous faites de la merde, c'est juste de dire j'ai fait de la merde aussi à l'époque. J'ai grandi et j'ai compris qu'il faut surtout pas rentrer dans ces terrains idéologiques, encore moins dans ces terrains et ces débats fondamentaux. Le fondamental est important, avoir des idées c'est important, mais ça ne se substitue jamais à une lecture technique. Sur ces 12 paroles, je vous souhaite à toutes et à tous d'agréables fêtes de fin d'année. On fera un brief, comme d'hab, à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, dans lequel on reparlera probablement, moins en détail dans ce cas-là, puisque c'est la raison pour laquelle je fais cette émission, de toutes ces histoires sur l'Ethereum. Voilà. Et au moins cette fois, j'espère que vous comprendrez pourquoi le fin d'année ou le début de l'année prochaine sur Ethereum m'intéresse énormément.
Mais pourquoi je ne vais pas nécessairement agir sur ce qui va se passer? Ça va m'apporter des informations sur la façon dont je vais agir plus tard. Voilà,